GLQ 1100, Géologie générale, cours 7, les séismes et volcans, module 4, causes, effets et prédictions des séismes. J'ai en arrière de moi une vue de la faille la plus célèbre et la plus étudiée au monde, la faille de San Andreas. On est en Californie, dans la région du Grand Lac Salé, et le sillon que voici, c'est notre faille de San Andreas qu'on a ici. C'est une faille transformante. Petit rappel, une faille transformante, c'est une limite entre deux plaques tectoniques, une limite conservatrice, c'est-à-dire que ni gain ni perte, ça fait juste coulisser l'un contre l'autre, les deux plaques. Et ceci veut dire que cette partie de la Californie repose sur la plaque tectonique de l'Amérique du Nord, tandis que cette partie de la Californie repose sur la plaque tectonique de l'océan Pacifique. Et ici, cette partie de la Californie migre tranquillement vers le nord relativement au compartiment de droite ici. Chaque fois qu'il y a un mouvement, il y a un séisme qui est enregistré. Maintenant, allons dans les notes de cours. Cette cause, c'est-à-dire les séismes qui se produisent à la frontière entre les plaques tectoniques, c'est déjà plus de 80% des explications de séismes à travers le monde. Est-ce qu'il y a d'autres causes? Oui. La suivante cause qu'on peut invoquer, c'est tout ce qui a rapport avec l'activité volcanique. Quand un magma s'approche de la surface, quand un magma cause des explosions volcaniques, les vibrations causées par ces événements-là, c'est une cause indépendante de séisme relativement au mouvement des plaques tectoniques. On a un troisième type de cause aussi, des causes artificielles cette fois-ci. Certaines activités humaines sont capables de déclencher des séismes. Quelles sont ces activités humaines? La première fois qu'on a réussi cet exploit, c'est quand on a commencé le développement de la bombe atomique. C'est les États-Unis qui ont eu le mérite de produire le premier tremblement de terre artificiel suite à une explosion nucléaire. Le premier engin nucléaire qu'on a créé, on l'a tout simplement fait sauter à l'air libre et on a vite compris qu'il y avait un petit problème si on voulait développer cette nouvelle technologie. C'est que ça lançait de la radioactivité partout. Donc, il fallait contenir ça et on a pris la décision de procéder à des explosions nucléaires souterraines. Et là, bien, pour mesurer le niveau d'énergie, comme on est dans les années 40, le séismomètre, c'est déjà une invention qui est en usage, là. Eh bien, on a juste à placer des séismomètres à une distance connue de l'engin qui va sauter. On mesure les vibrations sismiques et on peut calculer combien d'énergie a été dégagée à l'endroit de l'explosion. On a eu la surprise de constater qu'au premier essai, c'était de 10 à 100 fois plus d'énergie que prévu. Et là, bien, point d'interrogation, comment ça se fait? Est-ce qu'on s'est trompé dans nos calculs? C'était plutôt que, on a réalisé ça par après, à cet endroit, on est au Nevada et les roches sont sous contrainte, on est assez proche d'une zone de subduction. Les roches étaient sous contrainte, mais les contraintes n'étaient pas encore assez grandes pour casser les matériaux. En faisant sauter une bombe atomique là-dedans, eh bien, ça a tout simplement libéré des contraintes qui étaient déjà accumulées. Autrement dit, les roches étaient déjà sous contrainte et l'explosion nucléaire, c'était la goutte qui a permis la libération de ces contraintes-là. Et là, on s'est retrouvé avec beaucoup plus d'énergie que prévu. Voulez-vous voir à quel endroit qu'on a réussi ce premier exploit? Je peux aller vous montrer ça à l'instant même à l'aide de Google Earth. Allons dans le désert du Nevada où on a fait ces expériences-là. Regardez, c'est un endroit assez désertique. Si jamais vous voulez le retrouver, petit truc ici,
vous cherchez la base militaire qui s'appelle Area 51 et c'est environ 12 km à l'ouest. C'est une vallée où on a procédé à toutes les expériences nucléaires souterraines aux États-Unis. Au premier plan, on a ici un cratère évidé. Vraisemblablement, c'était dans les premiers essais ici, là, et où c'était pas enterré assez profond, où la charge était plus grande que prévu, mais le chapeau a sauté. Tous les autres, on a réussi à contenir l'explosion et ça a juste laissé un petit cône de dépression. Et là, ben, pour vous montrer qu'on en a fait plus qu'un, hein. Regardez, on en voit des dizaines, on en voit des centaines, et à la fin, ça continue. On en voit des milliers, hein. Et là, bien, on voit même que les derniers, hein, on a des tout petits cônes de dépression, hein. On a probablement réussi à miniaturiser ces engins-là. Eh bien, c'est l'endroit où ça s'est passé au Nevada. Les expériences là, qui ont conduit au développement de la bombe atomique, mais qui a été la première fois où l'humain a réussi à déclencher artificiellement un séisme. Est-ce que l'humain a trouvé d'autres façons? Eh bien, par le pompage de fluide dans des zones de fracture de l'écorce terrestre. On augmente la pression hydrostatique et là, si les roches sont sous contrainte, quand la pression hydrostatique devient plus grande que les forces de friction, hop, le tout se met en mouvement et on libère des tensions accumulées dans les roches. La première fois que ça a été documenté dans la littérature, c'est encore un événement qui s'est passé aux États-Unis. On était dans la région de Denver, Colorado, un endroit au centre des États-Unis où il n'y a jamais de tremblement de terre normalement. Et là, bien, on a procédé à on avait un puits d'injection où on injectait des substances jusqu'à une profondeur de 3,6 km de profondeur. Et s'en est suivi la chose suivante. Regardez, ça, c'est ce qui a été publié dans la littérature. En haut, en orange, c'est le nombre de séismes par mois. En bas, c'est les activités d'injection dans la roche ici. Les injections, là, c'est en milliers de mètres cubes. Eh bien, faisons juste regarder la configuration ici, là. Regardez, on a un pompage soutenu pendant 1962 et 1963 et on a un nombre soutenu de tremblements de terre. On baisse l'activité, le nombre de tremblements de terre par mois se rabat. On reprend l'activité, hop, la sismicité à nouveau reprend. Eh bien, devant l'évidence ici, on a cessé d'injecter des fluides à cet endroit-là. Maintenant, est-ce qu'on a cessé pour autant cette pratique de causer des tremblements de terre en injectant des fluides? Eh bien, pas du tout. Je peux vous montrer ça encore une fois à l'aide de Google Earth. Regardez, si on s'approche ici, là, je fais apparaître les points où est survenu des tremblements de terre. Alors, on avait déjà dit 80%, c'est en bordure ici, là, des plaques. Là. Mais comment ça se fait qu'on a des points ici? Hein? On est loin des montagnes rocheuses. Là. Normalement, on est à l'intérieur du continent et tout devrait être calme et plat ici. Bon, eh bien, regardez, on va s'approcher de quelques points pour voir si on ne peut pas détecter une activité humaine. Regardez, ici, c'est un site de fracturation hydraulique. On voit les puits de forage et des réservoirs ici. Voici pour ce premier point. Je vais reprendre la latitude pour voir le second point un peu plus au sud, qui est ici. On a l'épicentre du CS et regardez, la même installation. Hein, c'est même la même compagnie, tellement que l'ordre est identique ici. Là. Et ainsi de suite. Là. On ne les regardera pas toutes. Là. Je reprends la latitude ici. On peut aller en voir un dernier ici. Bon, ici, regardez la station de fracturation hydraulique, la voici.
Donc, ici, les séismes dans ce secteur-là des États-Unis là, sont causés par l'exploitation des gaz de shale, qu'on appelle là, ici. Là. C'est la même chose dans ce secteur-ci. Hein? Si on voit ici, regardez, c'est un endroit là où c'est. Regardez tous les petites taches blanches là, qu'on voit là. Hop, ici, je ne suis pas descendu tout à fait au bon endroit. C'est ici plutôt. Toutes les petites taches blanches qu'on voit ici, ce sont des sites où on a procédé de la fracturation hydraulique. Regardez ici, c'est encore actif. On voit les barils, on voit les trucs de forage. Là. Tout le paysage a été carrelé. Hein, et là, bien, il se produit des séismes présentement à cet endroit-là, ici. Et c'est une cause artificielle ici. C'est dû à l'activité humaine, la fracturation hydraulique. Bon, eh bien, est-ce qu'on a fait le tour du sujet? Il en reste un troisième. On a réussi à créer des séismes aussi pendant qu'on remplissait des grands réservoirs. Eh bien, le Québec est connu pour son hydroélectricité. Et oui, on a fait ça au Québec à plusieurs reprises. La première fois, c'est quand on a fait la mise en eau du barrage de Churchill Falls. Et là, bien, comme c'est une problématique nouvelle, eh bien, il n'y a pas eu d'enregistrement de ça. On n'était pas préparé à ça. Mais quand est venu le temps du remplissage du réservoir LG3, comme c'était une problématique attendue, eh bien, on avait déjà installé dans le barrage des appareils de mesure et on a pu produire ce magnifique graphique que je vous explique à l'instant. La ligne bleue représente la cote d'eau lors de la mise en eau. On a fermé les portes du barrage en 1981. Et la cote d'eau est passée de 225 mètres environ à 250 mètres en l'espace de 4 ans. Les bandes noires verticales représentent des magnitudes de séismes qui sont survenus. On voit que le plus important, c'était presque 4. Bien, 4, là, hein, ça commence à être significatif et ça peut menacer un ouvrage. Comme c'était une sismicité qui était prévisible vu les expériences précédentes, eh bien, il ne s'est rien passé avec ça. L'ouvrage était capable de résister. Et quand la cote finale a été atteinte, eh bien, la pression hydrostatique a cessé d'augmenter. La sismicité s'est arrêtée et il n'y en a plus depuis ce temps-là. Donc, ça a été le temps du remplissage du réservoir, l'augmentation de la pression dans les failles et les diatlases au fond du réservoir a fait que des compartiments rocheux qui se sont réajustés et ça a causé une sismicité qui a duré le temps du remplissage du réservoir. Je peux vous montrer à quel endroit on a fait cette sismicité-là. Retournons dans Google Earth. On s'en va à la baie James, ici. Regardez, la région de Montréal, c'est ici. La baie James, c'est ici. Ce sont les aménagements hydroélectriques le long de la rivière La-Grande que l'on voit ici. Ici, c'est LG1. Voici LG2. LG3, excusez-moi. Voici LG3. Et si on se met en vue oblique, voici le grand réservoir là, dont on parle et la sismicité qu'on a enregistrée durant son remplissage. Bon. Maintenant, parlons des effets des séismes. Bon, les séismes, ce sont des ondes qui se propagent hein, dans l'écorce terrestre et ça obéit à toutes les lois des ondes que l'on connaît. Hein. Ça peut se réfléchir, ça peut se réfracter, ça peut se diffracter, etc. Et là, bien, une propriété qui est importante par rapport aux dommages causés aux constructions humaines, c'est l'effet que voici. C'est la relation qu'il y a entre la vitesse du train d'onde, la densité du milieu et l'amplitude des ondes. Le principe, c'est le suivant. Plus le milieu est dense, plus la vitesse de propagation des ondes est grande. Et on a dit que les ondes P, par exemple, se déplaçaient à la vitesse moyenne de 6 km/s.
Bon, eh bien, c'est pour une certaine densité, ça. Si la densité du milieu devient moindre, la vitesse devient légèrement plus faible et la réaction, c'est que l'amplitude est augmentée. Donc, si on imagine le profil suivant, hein, on a des roches ignées, on a des roches calcaires. Si on compare ça avec Montréal, hein, on a la roche ignée du Mont-Royal, on a la roche calcaire qui forme l'île de Montréal. À certains endroits, on a des remblais de dépôts laissés par les glaciers ou les rivières. Et à d'autres endroits, on a des sédiments fins déposés dans le fond d'ancienne mer ou dans le fond du fleuve Saint-Laurent. Donc ici des siltes et des argiles, ici des granulats plus grossiers, ici de la roche sédimentaire, ici de la roche lignée. Eh bien, les ondes sismiques qui traversent ces milieux-là vont vers le profil suivant. Ça va passer plus vite dans la roche ignée et les vibrations vont être plus courtes. La baisse de vitesse dans les roches calcaires fait que l'amplitude va être un peu augmentée. Mais quand on arrive dans les matériaux meubles, c'est nettement moins dense. La vibration devient beaucoup plus forte. Et quand on est dans des sédiments très fins, comme des siltes et des argiles, eh bien, pour le même événement sismique, regardez, l'amplitude des ondes, elle devient beaucoup plus importante. Et là, ben, si on se posait la question, euh, où est l'endroit le plus sécuritaire à Montréal en cas de tremblement de terre? Eh bien, c'est quand on est sur la roche. En particulier quand on est sur la roche ignée du Mont-Royal, comme par exemple le bâtiment principal de l'École polytechnique qui est directement sur le gabbro du Mont-Royal. C'est sûrement l'endroit le plus sécuritaire pour résister aux vibrations d'un tremblement de terre à Montréal. Maintenant, autre effet des séismes, il peut y avoir des tassements. Ça, c'est quand on est dans des matériaux meubles. La vibration fait que les matériaux vont se tasser. Et évidemment, si on est bâti sur ces matériaux-là, si le tassement se faisait de façon uniforme, on pourrait s'en accommoder. Mais c'est toujours de façon inégale. Donc, on a des tassements différentiels et ça va déstabiliser les constructions qui sont sur ces terrains-là, c'est bien certain. Il peut se produire aussi des glissements de terrain. On a des exemples ici. C'est assez fréquent, hein? Quand le terrain est sur le point de lâcher une vibration sismique, eh bien, ça peut être la goutte qui manquait hein, pour que tout se mette en mouvement. On a plusieurs glissements de terrain importants qui sont associés avec des tremblements de terre au Québec. Un phénomène qui est moins connu, on peut avoir un phénomène de liquéfaction du sol. Ça se produit quand on a des sédiments fins saturés en eau, comme on a des limons. Et quand une vibration sismique brasse ces matériaux-là, eh bien, l'agitation de l'eau diminue les forces de friction entre les grains et passé un certain degré d'agitation, l'ensemble du sédiment se comporte momentanément comme un liquide. Et là, ben, s'il y a des constructions sur ce matériel-là qui est momentanément devenu liquide, eh bien, tout s'enfonce dans ces matériaux-là. C'est extrêmement destructeur, cette affaire-là. Où trouve-t-on ça? Eh bien, c'est par rapport aux environnements urbains, c'est là où on a fait des remblais sur le fleuve, par exemple. Là. Eh bien, ces remblais-là, si on a remblayé sur des sédiments fins, comme on est sous le niveau de l'eau à la base du remblai, eh bien, on a des sédiments fins saturés en eau. Ces sédiments-là pourraient se liquéfier pendant un tremblement de terre et tout ce qui est posé par-dessus bien, va lentement s'enfoncer dans la matière devenue liquide ici. Bon, quelques mots sur les effets sur les constructions. Là, je sors de mon domaine de compétences ici. Je suis géologue, mais on garde les grandes lignes ici. Les barrages. Au Québec, on en a deux types. On en a en béton. On prend note que c'est rigide et à ce moment-là, il y a un risque de fissure en cas de tremblement de terre. Il faut que la structure soit conçue pour résister à la sismicité attendue. Quand c'est un barrage en remblai, le plus grand risque, c'est que le barrage se tasse, hein, se densifie, se tasse là, pendant la vibration.
Et là, ben, ces ouvrages en remblai, la méthode ici pour se protéger, c'est de les faire surdimensionner. Quand on va faire la visite des barrages à la baie James SG2, là, et qu'on regarde la crête du barrage, on a l'impression que le barrage pourrait être plus plein encore. Eh bien, non, c'est volontaire. C'est le surdimensionnement. Si jamais c'est vibré et que la crête s'affaisse, là, eh bien, il faut qu'elle reste plus haute que le niveau de l'eau qui est dans le barrage, ici, là. Quant aux autres structures, voies élevées et édifices, le danger, c'est principalement que ces structures-là rentrent en résonance. Voici les conditions géologiques défavorables pour des constructions en cas de tremblement de terre. Quand on est sur des sols profonds, la raison ici, c'est que les sols, c'est moins dense que la roche et les vibrations vont être plus fortes. Donc, pour avoir une structure résistante au tremblement de terre, il faut être plutôt sur la roche que sur des sols profonds. Les sols fins saturés en eau, ici, c'est le risque de liquéfaction. Quant aux structures elles-mêmes, eh bien, il ne faut pas que la structure rentre en résonance avec les vibrations du tremblement de terre. Or, ces vibrations-là, ce sont des infrasons, hein? On est dans des fréquences de 1 à 5 Hz, donc une oscillation à la seconde jusqu'à 5 oscillations à la seconde. Eh bien, ici, il ne faut pas que la structure rentre en résonance. Regardez, ici, si on se demandait, par rapport aux édifices, là, regardez, j'ai une règle dans mes mains. Si je le tiens sur toute sa longueur et que je donne un mouvement ici, regardez, on voit sa fréquence d'oscillation pour cette longueur de règle. Si je la mets plus courte ici, regardez, la fréquence devient beaucoup plus faible. Eh bien, les édifices de 3 étages sont menacés par des vibrations de 5 Hz et les édifices de 20 étages et plus sont menacés par des vibrations autour de 1 Hz. C'est la chose à retenir de ces choses. Pour la prédiction des séismes, on va y aller rapidement. C'est pas très avancé, hein? La faille la plus surveillée au monde, on n'est toujours pas capable de prévoir c'est quand son prochain mouvement. Il y a juste au Japon où on arrive à faire une prédiction sismique assez certaine pour qu'on ose la publier dans les bulletins de nouvelles. On annonce qu'un séisme va se produire à tel endroit et c'est un petit peu comme les bulletins météorologiques. La plupart du temps, ça se réalise, là. Mais c'est que c'est un environnement sismique différent de celui de la Californie. Eux autres, c'est une zone de subduction et il y a des soulèvements. Quand on est passé un certain niveau de soulèvement, on sait que ça va décrocher sous peu. Quand on est en Californie et qu'on essaie de surveiller la faille de Sant Andreas, c'est un mouvement cisaillant et on n'a pas d'indication à la surface de quand est-ce que ça va lâcher. Dans les expérimentations qu'on a faites, on s'est rendu compte que quand les roches deviennent sous contrainte, on augmente la densité localement dans ces matériaux-là. Ça fait une légère variation des ondes P. Le problème, c'est de l'interprétation, la mesure des ondes P à la bonne place et leur interprétation. Ça change aussi la résistivité des roches. Et il y a des gaz dissous comme l'argon qui peuvent s'échapper en plus grande abondance juste avant un événement majeur. Mais ça ne permet pas de faire des prédictions très, très certaines ici. Donc, c'est encore en exploration tous ces choses-là ici. Donc, ici, ça termine le module 4 là, sur la sismicité et le volcanisme.